Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 7 août 2018, un seul titre à la une de ce journal. 9 candidats pour un fauteuil présidentiel en attendant les éventuels recours. Le Conseil électoral a publié ce mardi la liste des 9 sélectionnés pour le scrutin du 7 octobre. Dans ce journal, leur profil et les réactions dans les états-majors politiques à Yaoundé. Mais ouvrons d'abord ce 20h30 par cette audience du président de la République à son Excellence Jorge de Orueta Pemartin. L'ambassadeur d'Espagne en fin de séjour au Cameroun est allé faire ses adieux au chef de l'État Paul Biya. Les deux personnalités se sont félicitées des acquis et des perspectives de la coopération riche entre Madrid et Yaoundé. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. C'est toujours avec une pointe de regret qu'on prend congé de ses amis. Jorge de Orueta Pemartin est de cela. Arrivé en terre camerounaise il y a près de 3 ans en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne au Cameroun, il est aujourd'hui rendu au terme de sa mission. Son Excellence Jorge de Orueta Pemartin, ambassadeur du Royaume d'Espagne. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Soyez le bienvenu. Au cours de l'audience que le président Biya lui accorde, il sera avant tout question de ressasser les bons points de la coopération entre les deux pays. C'est mon fin de séjour ici au Cameroun, malheureusement. Et j'étais reçu par le président pour simplement passer revue à nos relations qui sont vraiment intenses, mais que j'espère qu'ils vont s'intensifier dans le futur. Parce que les champs de coopération et de gagnant-gagnant mutuel entre l'Espagne et le Cameroun sont énormes. Alors on a parlé de ça aussi, coopération de tout genre, culturelle, économique bien sûr. Il y a des entreprises espagnoles qui sont de plus en plus intéressées au Cameroun. Coopération de tout genre, sanitaire, il y a des champs incroyables pour augmenter la coopération entre nos deux pays. Dans cette optique, le cadeau souvenir offert par le président de la République à l'illustre personnalité aura valeur de témoignage, de satisfaction pour la qualité du travail abattu pendant sa mission en terre camerounaise. Une action à la fois porteuse et pleine de promesses que le successeur de Jorge de Orueta Pemartin aura sans doute à cœur de pérenniser. Il y a des projets économiques qu'on trouve presque partout, dans le domaine de l'énergie, l'énergie électrique, dans le domaine de la construction, dans le domaine même de la pêche. Il y a de la coopération qui va se développer aussi au niveau de coopération entre les armées, la marine camerounaise et l'armada, la marine espagnole nationale. Et il y a des champs de coopération partout. Enfin, on coopère, mais ça va s'intensifier, j'en suis sûr. Et c'est le cœur mêlé à la fois de joie et de mélancolie que le diplomate espagnol va quitter le palais de l'Unité. Joie d'avoir jusqu'au bout bénéficié du soutien des plus hautes autorités camerounaises dans l'accomplissement de sa mission. Mélancolie de devoir quitter le Cameroun, un pays qu'il a appris à connaître et à aimer. Ce 7 août 2018, nous sommes à 2 mois exactement de l'élection présidentielle. Le Conseil électoral de Elections Cameroun a publié à date les listes des candidats retenus sur les 27 dossiers examinés. Dans sa déclaration ce mardi, le président Eno Abrams Egbe a rappelé le strict respect du code électoral. La liste des 9 candidats choisis et adressée au Conseil constitutionnel dans la limite des 60 jours requis avant le scrutin. Les 18 candidats non retenus disposent maintenant de 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel pour d'éventuels recours. Séverin Legambele revient sur l'ambiance de cette importante session du Conseil électoral. Un rendez-vous honoré par la presse et les acteurs politiques. Une session de plein droit du Conseil électoral particulière qui a débouché sur une communication spéciale du président Eno Abrams Egbe.
Des 28 déclarations de candidature enregistrées au soir du 19 juillet dernier à la Direction générale des élections, seuls 27 ont été examinés et 9 retenus finalement. Un des postulants, M. Feuzé Isaac, du parti politique Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen, merci, ayant introduit une lettre formelle de désistement. Sur les 27 dossiers examinés, 18 ont été rejetés pour divers motifs au regard des dispositions du code électoral. Sur la liste des 9, à quelques variantes près, on retrouve des personnalités bien connues de la scène politique nationale. Paul Biya, du RDPC, l'actuel président de la République, il doit affronter le 7 octobre prochain 8 autres prétendants au fauteuil présidentiel. Adamou Ndamjoya de l'UDC, Garga Manadji de l'ADD ont été plusieurs fois candidats à l'élection présidentielle. Tout le contraire de Oshi Joshua Nambangi, candidat du SDF. Pour une fois, le premier parti de l'opposition de par sa représentativité au Parlement présente un candidat autre que John Frundi. Ensuite, il y a Maurice Kamto du MRC et Akerimuna du FPD, à la réputation établie dans les milieux judiciaires. Enfin, Cabral Libi du Parti Univers, Serge Espoir Matomba du PURS et Ndifor Afanui Franklin du MCNC. Des visages à retenir, des personnalités qui vont à cette compétition avec la détermination de se faire élire. Les recalés ont jusqu'à ce jeudi, selon l'article 129 du Code électoral, pour saisir le Conseil constitutionnel compétent en matière de contentieux préélectoral. En attendant donc d'éventuelles réhabilitations de candidatures par le Conseil constitutionnel, les 9 partants et leurs sympathisants exprimaient ce mardi leur soulagement après cette rude sélection au Conseil électoral. Voici quelques-unes de ces réactions recueillies par notre reporter Éric Benjamin Lamère. Le jour des résultats, les larmes n'ont pas coulé. En tout cas, pas sur les candidats retenus par l'ECAM et leurs partisans. Des 9 candidats retenus, Cabral Libi, investi par le Parti Univers, est le seul présent à ce point de presse de l'ECAM. Celui qui se revendique être le candidat du peuple se dit heureux et déploie déjà quelques axes de sa stratégie de campagne. C'est le peuple qui a cotisé son argent pour me donner les 30 millions qui m'ont permis d'être candidat. Donc je me bats dès aujourd'hui pour me montrer digne de la confiance que le peuple a placée en moi. Et j'engage ce peuple à adhérer à mon projet de société pour construire un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. En l'absence d'un représentant du RDPC, c'est l'un de ses soutiens récents qui annonce les couleurs de la mobilisation en faveur du candidat Paul Biya après la validation de sa candidature. Nous sommes en train d'aller en campagne. D'ailleurs, je vous annonce qu'il est possible qu'on commence même dans la Léquier parce qu'il y a nos partisans de Okola qui sont en train de s'organiser pour que nous lancions un meeting, le plus grand meeting là-bas, c'est-à-dire le meeting d'ouverture. Pour le représentant du candidat Franklin Ndifor Afanui, l'heure est désormais à l'implantation des équipes de campagne. Déjà, demain, la direction nationale de campagne sera mise sur pied et le déploiement sera effectif. Donc les structures seront mises officiellement dans les régions, les départements et les communes. Au mouvement Now du candidat Akerimuna, on va intensifier les rencontres de terrain pour écouter et expliquer le projet de société de l'ancien bâtonnier. Nous avons une stratégie globale qui a été élaborée depuis la déclaration de candidature, que nous allons continuer à suivre, qui consiste à aller écouter les Camerounais, à aller leur présenter notre projet de société et qui consiste également à les mobiliser. C'est sensiblement le même discours au SDF. Nous prenons acte de la publication de la liste électorale et nous allons continuer notre travail. Notre champion, le candidat Joshua aussi, sera le meilleur pour conduire la destinée de notre pays au soir du 7 octobre. Les candidats recalés invisibles ce jour ont 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Si jamais le nombre de candidats n'évolue pas, ce sera la première fois depuis 1992 qu'une élection présidentielle enregistre moins de 10 candidats. Après cette première proclamation des résultats et l'ECAM, c'est également la joie et le soulagement dans les états-majors des 9 candidats retenus. Ces appareils politiques qui estiment généralement avoir désormais les coudées franches pour peaufiner leurs projets politiques de campagne. Leurs engagements dans ce reportage de Lucas Modou Ndjemba.
Maurice Kamto, tout sourire avec les responsables de l'UPC au siège du MRC. Pourquoi? L'avenir nous le dira. En attendant, et comme tous les mardis d'ailleurs, le directoire national du parti peaufine sa stratégie de victoire en ayant en mémoire la publication de la liste des candidats retenus par Elekam. On est dans la même attente, parfois anxieuse, que si l'on attendait les résultats d'un concours officiel. Alors que ça devrait être quelque chose de plutôt normal, naturel. Tout le monde connaît les pièces du dossier, les éléments du dossier à fournir pour être candidat. Et l'ECAM a fait son travail. Parmi les élus de l'ECAM, Cabral Libi également, le porte-fanon du parti Univers, a filé tout droit au siège après la publication de la liste. Ce mardi soir, il est l'invité de l'émission La Grande Interview sur une chaîne concurrente. Une interview, ça se prépare et les membres du mouvement 11 millions de Camerounais y travaillent. Il faut rester connecté comme le sont les membres de l'état-major du candidat Joshua aussi au siège du Social Democratic Front à Yaoundé. L'une des stratégies de communication retenues par le parti étant digitale, il faut préparer les contenus. Liker, tweeter en temps réel pour ne pas être pris de vitesse par l'équipe digitale de Serge Espoir Matomba. Le candidat du PURS y veille d'ailleurs personnellement, d'autant qu'Elections Cameroun vient de lui donner pour ainsi dire son onction. Nous avons préparé notre dossier pour qu'il n'y ait pas un petit couac, pour que le dossier soit retenu. Mais il ne s'agissait pas pour nous uniquement de préparer le dossier, mais de préparer toute une candidature qui est portée par un projet réel. C'est sans surprise pour nous. Verdict d'Elections Cameroun sans surprise également pour le RDPC. Heureux d'avoir passé ce premier test, le secrétaire général du comité central, Jean Koueté, et ses principaux collaborateurs voient et revisent sereinement les copies à même de reconduire Paul Biya à la magistrature suprême le 7 octobre prochain. Le RDPC s'est réjoui de ce que la candidature du président national a été retenue. Nous n'avions aucune crainte là-dessus, mais il fallait attendre que le Conseil électoral se prononce. Ça a été fait et nous sommes très heureux que la candidature de notre illustre candidat a été retenue. La bataille de l'électorat, il faudra la gagner et cela passe aussi par les médias, d'où le choix de l'UDC et de Ndamjoya d'échanger ce mardi avec la presse. En tout cas, les 9 prétendants au poste de président de la République sont désormais fixés sur leur challenger. Intéressons-nous à présent au sort des 18 candidats recalés à cette première instance que constitue le Conseil constitutionnel. La loi, disions-nous plus haut, leur ouvre la possibilité d'introduire des recours auprès du Conseil constitutionnel, et ce, dans les 48 heures qui suivent la première publication des listes par Elekam, c'est-à-dire au plus tard jeudi. Alors concrètement, qu'est-ce qui va donc se passer maintenant au Conseil constitutionnel? Question ce soir à Eugène Bey. Admis et recalé comme dans un examen. L'organe chargé de publier les résultats en première instance a rendu public son verdict. 9 admis, 18 recalés. Mais tout n'est pas encore perdu pour les recalés. L'article 125 alinéa 3 du Code électoral dispose: la décision de rejet d'une candidature peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 du Code électoral. L'article 130 alinéa 1 précise que les contestations ou les réclamations des candidats sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel. Et l'alinéa 4 du même article 130 d'ajouter, sous peine d'irrecevabilité, la requête déposée doit préciser les faits et les moyens allégués. L'autre obligation faite aux recalés qui formuleront les recours est relative au respect des délais. L'article 129 alinéa 1 dispose que les contestations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures doivent être faites dans un délai maximum de 48 heures suivant la publication des candidatures. Les dés sont désormais jetés, les regards tournés vers le Conseil constitutionnel qui aura du grain à moudre dans les tout prochains jours.
Et pour découvrir déjà ces candidats à ce point du processus, ainsi que leur projet politique, je vous annonce immédiatement après ce journal la première édition de la série de débats que vous propose la CRTV en cette saison de pré-campagne. 100% présidentiel, c'est le titre, et c'est à 21h30. Aimé Robert Biina reçoit sur son plateau face à face Garga Haman Adji, candidat confirmé, le professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du RDPC, Sambaka, le premier vice-président de l'UDC, et puis le maire de la ville de Boya, dans le sud-ouest, Patrick Ekema. C'est donc à suivre à 21h30 sur cette antenne. L'autre actualité majeure ce mardi, c'est la tenue de la toute première session du Conseil national de la décentralisation pour l'année 2018. La rencontre présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang entre dans l'histoire comme le point de départ de la véritable délégation des pouvoirs de décision aux maires et aux délégués du gouvernement pour définir la pertinence des projets de développement dans leur localité. Jean-Pierre Ndjana. Il y a des sessions du Conseil national de la décentralisation et il y a celle du mois d'août 2018. L'histoire doit en effet retenir que c'est cette dernière qui a véritablement mis sur orbite le vaste chantier de la décentralisation au Cameroun. Car dès 2019, les collectivités territoriales décentralisées seront effectivement et même exclusivement à l'initiative des projets de développement dans leurs municipalités respectives. Les ministres n'auront plus à décider du choix des projets à exécuter. Ils transféreront les ressources et les communes décideront d'elles-mêmes en toute liberté l'affectation qui sera faite de ces ressources. Manifestement, les maires et les délégués du gouvernement n'attendaient que cela pour véritablement répondre avec efficacité à la demande sociale dans leurs différentes localités. C'est une directive du chef de l'État qui répond aux préoccupations des magistrats municipaux depuis 2010. Et comme je l'ai dit lors du Conseil, une directive du chef de l'État ne se discute pas, elle s'applique. Et j'ai dit lors du Conseil que le chef de l'État fait une offre politique. Nous sommes en période électorale. Nous sommes face aux sécessionnistes. Nous sommes à ceux qui disent le fédéralisme. Le chef de l'État dit État unitaire décentralisé. Et ceux qui écoutent l'actualité camerounaise savent que chaque semaine, sinon chaque jour, il y a un acte que le chef d'État pose sur la décentralisation. Donc, par cette directive de 20 juin 2017, il met un terme à la cacophonie qui a existé pendant longtemps sur la répartition de BIP à travers les cartons. Désormais, chaque commune recevra une enveloppe. Le maire, ses conseillers, la population vont aller s'asseoir et discuter des problèmes à résoudre. Mais attention, il ne s'agit guère d'un chèque en blanc signé aux élus locaux. La confiance qui leur sera désormais faite n'exclut en aucun cas le contrôle. Les responsables des exécutifs municipaux devront rendre compte à l'autorité qui a octroyé les moyens. Et moi-même, en tant que ministre chargé de la décentralisation, naturellement, je reste attentif à la bonne utilisation de ces ressources. Révolution, le mot est peut-être fort, mais l'avancée enregistrée ce mois d'août 2018 est suffisamment significative. Elle indique non seulement le caractère irréversible du processus de décentralisation, mais aussi et surtout elle constitue une offre politique du chef de l'État dans le sens de répondre de façon plus concrète encore à certaines revendications qui s'expriment dans quelques-unes de nos régions. Les experts parlent de démocratie et de développement à la base, bien évidemment dans les limites qu'énonce la Constitution. À marge de ces importants travaux du Conseil national de la décentralisation, le Premier ministre chef du gouvernement recevait également deux hôtes ce mardi à l'immeuble Étoile. Premier sur la scène, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wang Yingwu. Ils ont fait le point et les heureuses perspectives de la coopération entre Yaoundé et Beijing. Laurentine Bokono.
Lankak, rue Conrad Adenauer, siège du ministère des Relations extérieures à Yaoundé. Il est 11h quand le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale fait son entrée au cabinet du ministre, le jeune Belambela. Au sorti de l'audience qui dure une trentaine de minutes, François Loun-Sénéfal se confie à la presse sur l'objet de sa visite. Je tiens à réitérer encore une fois ici l'attachement des Nations Unies à l'intégrité et à l'unité du Cameroun. Tous les efforts qui sont faits pour restaurer la paix et la sécurité à l'intérieur du Cameroun. Paix, cohésion nationale, stabilité, le même message d'apaisement et de soutien est porté à l'immeuble Étoile, siège des services du Premier ministre. L'horloge marque 12h45 quand s'achève l'audience avec le Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang. Les Nations Unies accompagneront toujours le Cameroun dans ses efforts. Nous sommes ici pour rencontrer un certain nombre de personnalités. C'est un voyage d'études pour voir comment les élections se préparent. Troisième et dernière étape de cette randonnée diplomatique, l'immeuble de l'émergence, siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussongue reçoit son hôte en présence de ses plus proches collaborateurs. Ici, comme partout ailleurs, le message est resté constant. Les Nations Unies se tiennent prêtes à accompagner la Commission dans le renforcement des capacités pour lui permettre d'accomplir sa mission. Diplomate au long cours, François Loun-Sénéfal justifie d'une grande expérience en matière électorale. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du gouvernement de son pays. On parlera donc une autre fois dans la suite de la soirée, certainement dans d'autres éditions, de cette audience accordée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ambassadeur de la République populaire de Chine. C'était plutôt ces autres audiences accordées à travers les palais de la République à François Loun-Sénéfal, l'hôte du Cameroun, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Autre palais, autre audience, Elzen Ibrahim Hussein Hassan, l'ambassadeur extraordinaire de la République du Soudan au Cameroun, était reçu ce mardi par le président de l'Assemblée nationale. Le diplomate soudanais et le président Kava Yeguie Djibril ont ainsi évoqué les relations diplomatiques et parlementaires entre nos deux pays. Le reportage au Palais de Verre, Clarisse Tang. Khartoum et Yaoundé entretiennent des relations diplomatiques depuis 1961. Des relations qui se renforcent au fil des années avec des perspectives plutôt intéressantes. Après la présentation du MEPAP de créance à son Excellence le Président de la République, son Excellence Paul Biya, c'était une chance pour moi pour faire le tour des relations qui existaient déjà entre le Soudan et le Cameroun, qui sont très bonnes relations qui datent depuis l'indépendance des deux pays. Et en fait, les deux pays sont liés à travers les chambres du Parlement soudanais Cameroun au sein du Pan-African Parliament. Son Excellence Elzen Ibrahim Hussein Hassan vient ainsi réchauffer la diplomatie parlementaire entre le Cameroun et le Soudan et par la même occasion saisir les opportunités d'échange économique qui accroîtraient les capacités des deux pays. Il s'agit par ailleurs d'élaborer une stratégie susceptible d'assurer la présence effective du Cameroun au Soudan, 6e économie du continent africain selon la Banque mondiale. Un constat brûlant au cœur de la grande enquête du 20h30 ce soir. En ce mois d'août 2018, la planète a déjà épuisé le total des ressources naturelles qu'elle aurait dû consommer en un an. L'humanité vit donc à crédit. Selon ces experts, le réchauffement de la Terre s'accélère, de même que les changements climatiques. Que sont donc devenues les belles résolutions des COP 21 et 22 pour tenter de comprendre pourquoi la planète bleue broie du noir maintenant? Voici l'enquête de Oswald Modon. Son appellation paraît apocalyptique, le jour du dépassement. C'est la date à laquelle, selon les chercheurs, le quota des ressources prévisionnelles pour l'année est épuisé. Cette année, le jour du dépassement est tombé le 1er août dernier. C'est comme un compte bancaire. Pendant les 7 premiers mois, nous vivons avec notre salaire normal. Ensuite, nous utilisons nos comptes d'épargne et des cartes de crédit. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, non ?
C'est dire que depuis le 2 août, nous vivons un crédit, puisque nous prélevons déjà dans les ressources du futur. Le monde aujourd'hui est littéralement atteint d'une boulimie des ressources naturelles, mais pas seulement. On a de plus en plus d'utilisateurs des ressources, de plus en plus de bouches à nourrir, et la terre qui produisait des ressources pour un certain nombre de personnes aura du mal à en produire pour la population que la terre représente aujourd'hui. Par le passé, on produisait à côté de chez soi et on se contentait de ce qu'on avait à côté de chez soi. Aujourd'hui, avec le développement des modes de transport, des moyens de communication, on peut aller le plus loin possible, rechercher des ressources en plus grand nombre, dans un temps de plus en plus court, pour alimenter les systèmes de production dans les pays les plus riches. Nous avons un mode de consommation qui a contribué à augmenter la pression que nous avons sur les ressources naturelles et donc à rapprocher du début de l'année le jour du dépassement. On a aujourd'hui des ressources scientifiques, on a des machines qui nous permettent d'exploiter de plus en plus, d'exploiter beaucoup plus que par le passé. L'empreinte écologique de certains pays reste cependant inquiétante, mais c'est tout le monde qui paye. Et même les poumons du monde sont au bord de l'asphyxie. Ceci est la conséquence directe d'une surexploitation et du gaspillage des ressources naturelles. Ce qui, conjugué aux émissions de gaz à effet de serre, contribue aussi au réchauffement de la planète. Il faut stopper la saignée. Chacun, en ce qui lui concerne, doit lutter pour préserver les ressources naturelles, parce que sans les ressources naturelles, aucun être humain ni animal ne peut vivre. Nous devons, au niveau individuel, nous assurer que nous consommons autant qu'on le peut ce qui vient d'à côté de chez nous. La situation préoccupe les experts. La capacité de la planète à régénérer ses ressources est mise à mal. Au rythme actuel, il faudra bien plus d'une planète Terre pour garantir notre survie dans les années à venir. Surtout que le jour du dépassement est en constante régression chaque année. Dans certains pays, on le situe déjà au mois de février. Très angoissant en tout cas. Oswald, allons parler plutôt de cette lueur d'espoir pour les populations du Sud. Sur le front du logement, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouentu, vient de réceptionner là-bas 52 appartements dans la ville de Saint-Mélima. Voyons cela sur place avec Franck Evina de CRTV Sud. C'est au quartier Meyuese, à la périphérie de Saint-Mélima, que se trouvent les logements sociaux, fruits de la coopération sino-camerounaise. C'est un total de 52 appartements, de 3 et 4 chambres-salons, le tout réparti dans 4 immeubles R+2. Confort et sécurité sont garantis aussi bien à l'intérieur des maisons qu'aux alentours. De quoi réjouir le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouentu. 52 logements sont achevés, réceptionnés. Et nous l'avons constaté d'une très bonne qualité. 100% de taux de réalisation technique, le gros œuvre est terminé, mais les populations de Saint-Mélima vont encore attendre un peu avant d'occuper ces logements sociaux. Il faudrait d'abord alimenter le camp en eau, électricité, téléphone et d'autres commodités du monde moderne. C'est des projets qui sont destinés aux jeunes. C'est des projets qui sont destinés aux femmes. C'est des projets qui sont destinés aux fonctionnaires. C'est des projets qui sont destinés à tout Camerounais soucieux de son devenir. Et le chef de l'État est très au parfum et va donc faire prendre des décisions pour que ces logements soient occupés. Saint-Mélima connaît un impressionnant boom démographique avec la réalisation dans la ville de grands projets à l'instar de l'université inter-État Cameroun-Congo. Avec ses logements sociaux flambant neufs, c'est des maisons en plus pour les près de 300 000 habitants de la cité capitale du Djaïlobo. L'équipe à la tête du ministère des Travaux publics, le ministre Emmanuel Ngano-Djoumessi et le secrétaire d'État en charge des routes, Armand Diodome, effectuent depuis ce mardi une visite de travail dans la région de la Damawa. Visite d'évaluation des chantiers en cours dans cette région, dont 2 étaient au programme en cette première journée. Retrouvons dans la suite de ces ministres Rodrigue Bertrand-Tueno. Aéroport de Ngaoundéré. Une fois descendu d'avion, le ministre des Travaux publics honore les corps constitués et fonce sur le chantier d'entretien de la route en terre Ngaoundéré-Febadi, 150 km. Les bourbiers ont été traités et une fondrière domptée. On met les cailloux, les roches, les pierres
la latérite, on compacte par couche successive jusqu'à arriver au niveau de la route. Grâce à l'usage du Conair, matériau innovant, la vitesse de référence atteint désormais 60 à 70 km/h. Le ministre marque 4 arrêts pour mieux apprécier. Une satisfaction générale, l'entreprise Berny a bien fait. Il faut que les autres fassent de la même manière. Ce qui reste à recommander fortement, c'est qu'elle insiste sur ces questions d'assainissement. Cette heureuse évolution est menacée par ces mouvements de terrain ou fondrières. Des orientations sont données. Nous allons réussir à traiter la fondrière par des blocs rocheux ou des murs de soutènement. Les études techniques nous détermineront. De toutes les manières, la route ne sera pas coupée. Malgré la pluie, la journée s'achève sur le chantier d'entretien confortatif de la route Ngaoundéré-Garoua. Le ministre ici exige la reprise de la construction de certaines rigoles. Ici, dans la région du centre, en zone forestière, c'était le lancement ce mardi de la saison cacaoyère 2018-2019. Ville choisie, Ngomedjap, dans le département d'Union Isso. À la manœuvre, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Une campagne qui s'ouvre dans un contexte d'optimisme retrouvé avec l'accroissement de la production nationale. Marie-Laurence Nke, notre reporter, revient de Ngomedjap. L'optimisme retrouvé serait dû à la remontée des cours sur le marché international. La moyenne du prix Free of Board s'élève à 1108,31 francs CFA le kilogramme entre août 2017 et juillet 2018. L'accroissement de la production nationale est passé de 231 642 tonnes commercialisées en 2016-2017 à 253 510 tonnes en 2017-2018, soit une augmentation de 21 868 tonnes. Malgré cette embellie, quelques problèmes subsistent dans la filière. Premièrement, les problèmes de coxage. Nous avons les problèmes d'intrants, les problèmes d'évacuation de ces produits-là. Nous avons besoin d'intrants. Nous voulons également parler, par exemple, de semences améliorées. Nous en avons besoin pour que nous puissions, n'est-ce pas, booster la production. Le lancement de la campagne cacaoyère en Ngomedjap permet au ministre du Commerce de faire une esquisse de bilan de la saison écoulée. 253 510 430 kg pour la production nationale commercialisée, 53 403 094 kg pour la transformation locale. Les exportations de commercialisation extérieure ont tenu compte également de la qualité. Le produit exporté était essentiellement de grade 2, mais 5,2% de cacao ont été exportés en grade 1. Il y a une amorce de remontée des cours. Nous allons tout mettre en œuvre, mais vraiment tout mettre en œuvre pour que cette remontée soit profitable aux producteurs camerounais. Et nous avons des raisons, de bonnes raisons, d'être optimiste, à la fois parce qu'il y a eu cette prise de conscience, ça commence par là, à l'international. Cette embellie pourrait s'accroître si et seulement si les producteurs s'organisent en interne. Le Cameroun a son tout premier annuaire statistique des télécommunications et des TIC. Le document a été présenté ce mardi au ministre des Postes et Télécommunications, Madame Minette Libom-Liliken. Irène Ndjanafouda a feuilleté cette œuvre de l'Institut national de la statistique. Pour vous. Le nouvel annuaire statistique se définit par la fiabilité et l'authenticité des données recueillies dans le secteur des télécommunications et des TIC. C'est un système d'information statistique sur lequel le Cameroun peut s'appuyer pour tracer les sillons de l'économie numérique. Cet annuaire statistique, à travers le travail que l'INS a accompli sur tout le territoire national, permet désormais au gouvernement de savoir ce qui a réellement été fait, de connaître les performances réalisées, et ces chiffres-là permettent donc de faire une planification politique où vous avez des éléments de pilotage efficaces pour l'économie. Voilà pourquoi ces livrables de ce jour nous donnent un outil important que nous allons distribuer dans toutes les administrations qui en ont besoin pour faire de la planification, pour le développement de l'économie numérique qui est un levier important pour le développement de notre économie et l'émergence de notre pays.
L'annuaire statistique des télécommunications et des TIC est l'œuvre de l'Institut national de la statistique. Les experts désignés ont levé toutes les zones d'ombre lors de la présentation officielle du document aux acteurs du secteur des télécommunications et des TIC. Ce recueil de statistiques apporte donc tous les détails à gérer afin de rendre plus visibles les actions menées par l'État dans le domaine des télécommunications et des TIC. Et dans ce domaine précisément, le Cameroun et la plateforme mondiale Facebook vont en guerre contre la désinformation, la rumeur et les fake news à travers les réseaux sociaux. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, présidait ce mardi une réunion de concertation avec de hauts cadres de Facebook en visite au Cameroun et d'autres administrations camerounaises. Ils se sont tous engagés à examiner les moyens adéquats pour lutter contre les fausses nouvelles sur la toile. Et demain, mercredi, cette délégation va échanger avec une centaine de journalistes et blogueurs sur le fact-checking, c'est comme cela qu'on appelle, et face également aux procédures de signalement des fake news. La CAN Total Cameroun 2019, dans la suite de ce journal, la troisième mission d'inspection de la CAF en séjour au Cameroun depuis hier est à pied d'œuvre pour évaluer les préparatifs. On le sait, l'événement est également médiatique et 9 de ces experts effectuaient une visite au centre de production de la CRTV ici à Mbala2 ce mardi pour évaluer le plateau technique de la télévision nationale. Le chef de cette délégation, le directeur du marketing et sa suite ont ainsi eu une séance de travail avec monsieur le directeur général de la CRTV et ses collaborateurs, ainsi que plus tard dans la soirée avec monsieur le ministre de la Communication, Évariste Yenga. La CAF compte sur la CRTV à 100% pour la production et le transport du signal de la CAN Total Cameroun 2019. Déclaration à 2 reprises du directeur du marketing de la CAF au directeur général de la CRTV et ses collaborateurs ce mardi. Abdel Monaïm Abba venait alors de s'approprier tour à tour le mot de bienvenue de Charles Ndongo, le directeur général, et l'exposé soutenu par une vidéoprojection de Didier Kaba, le directeur technique de la télévision nationale, présentant la capacité de production et de transmission du média du service public. Didier Kaba précise une double nécessité pour s'arrimer aux exigences du cahier de charges de la CAF. La première est la formation programmée des techniciens en France, en Angleterre, en Belgique, pour renforcer les capacités à la production à 20 caméras. La deuxième est l'acquisition de 2 autres Obi-Wan, déjà en cours de montage en Chine, grâce à l'appui des pouvoirs publics. Mais l'expert marketing de la CAF va rebondir pour souligner la nécessité d'une collaboration entre la CRTV et un partenaire de la CAF qui justifie d'une plus grande expérience. Et Charles Ndongo de conclure que la CRTV reste à la disposition de la CAF pour toutes mesures utiles à la couverture et à la production associée. Les hôtes du directeur général de la CRTV vont se déployer sur le terrain. Abdul Monaïm Ba, directeur marketing, Samson Adamo, le directeur de compétition de la CAF, Ismail Wali et 3 experts du groupe Lagardère Sport parcourent les 2 Obi-Wan et le camion de matériel accessoire. C'est en début de soirée que les experts de la CAF se déportent au ministère de la Communication. Autour de Issa Tiroma Bakari, le maître des lieux, les échanges d'inspection se poursuivent entre la partie camerounaise et les vérificateurs de la CAF. Sur le plan des infrastructures à présent, cette troisième mission d'inspection de la CAF a également entamé ce mardi la première étape de sa visite par une rencontre avec le président du COCAN, le ministre des Sports, Bidong Pat, avant la visite proprement dite au stade d'Olembe. Les constats de Wilfried Koto dans leur suite. Une heure chrono pour inspecter les infrastructures sportives dans la cité capitale. La troisième mission d'inspection de la CAF s'est rendue successivement au complexe omnisport de la BEAC, stade militaire de Yaoundé, stade annexe numéro 1, stade omnisport Amadou Ahidjo. La boucle de l'inspection a été bouclée au complexe sportif de Olembe.
Ici, la majeure partie des tribunes a pris forme. La pose des structures métalliques sur lesquelles seront posées, la toiture est enclenchée. Ils ont posé des questions et c'était le travail qui a répondu à la plupart des questions. Je crois que la visite était très positive. Ils ont jaugé, posé des questions, pris des notes, ils ont reçu un éclairage sur certaines zones d'ombre. Anthony Bafou et son équipe ont passé plus de temps à inspecter les pelouses, un facteur fondamental pour la pratique du football. L'inspection de toutes ces infrastructures sportives a été précédée par une visite de courtoisie des inspecteurs de la CAF au président du COCAD. Il y a eu un échange de bonnes paroles entre Bidoumpate et l'ex-footballeur international ghanéen Anthony Bafou, secrétaire général adjoint de la CAF, chef de cette mission d'inspection CAF. Nous sommes ici pour faire notre travail. On voit qu'on a tout le soutien, tout le support pour organiser un très bon visite d'inspection. Après Yaoundé, Garoua ce mercredi pour la deuxième étape. Avant de refermer ce journal, je vous signale ces deux télégrammes officiels de félicitations adressés par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Le premier à son Excellence Emerson Mnangagwa Danbutso, président élu de la République du Zimbabwe. Le second au président à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays ami, ce 7 août 2018. Le rappel de l'essentiel à retenir en ce mardi. Un seul titre, 9 candidats pour un fauteuil présidentiel. En attendant les éventuels recours, le Conseil électoral de l'ECAM a publié la liste des 9 sélectionnés pour le scrutin du 7 octobre. On avait dans ce journal le profil de ces 9 sélectionnés et puis les réactions dans leurs états-majors politiques. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Leba Metoukson. Retrouvez juste après ce journal Aimé Robert Biyina, je vous l'ai annoncé, dans le tout premier numéro de 100% présidentiel, l'émission de débat de la CRTV qui met face à face ce soir Garga Aman Hadji. Également, le professeur Jacques Pham Dongo, le secrétaire à la communication du RDPC, Sam Baka, le vice-président de l'UDC et le maire de Boya, Patrick Ekema. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. CRTV News a retrouvé également sur le canal 394 sur le bouquet Canal+. Très bon débat et très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.